Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Canap by Excelsior. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Stanislas de Crevoisier, qui est donc responsable de département Smart Energy and Digital Lab dans la branche Gaz Renewable Power chez Total, qui est la branche dédiée au bas carbone. Stanislas, comment tu vas? Eh bien, je vais très bien, Clément. T'as vu cette introduction? J'ai rien raté. Bravo pour l'intro et merci pour l'invitation. Merci à toi en tout cas, ça nous fait très plaisir de t'accueillir. On va parler de plein de choses, mais d'abord, pour démarrer un petit peu classique, est-ce que tu peux te présenter? Donc, Stanislas de Crevoisier, je suis ingénieur de formation. J'ai commencé à travailler en 98 comme développeur logiciel. Ok. Donc voilà. Tu viens de la tech? Je viens de la tech et je viens du soft. Tu viens du soft, ok. Voilà, et au début, je travaillais sur un produit d'avenir qui était le fax, dans une société qui s'appelait Sagem. Ouais. Et très vite sur un autre produit qui était un peu plus d'avenir pour le coup, qui était le téléphone portable. Et entre autres, j'étais chez Sagem, chef de projet logiciel pour les premiers téléphones 3G, au milieu des années 2000. Puis voilà, c'était extrêmement intéressant. T'es resté combien de temps chez Sagem? Je suis resté 8 années chez Sagem. Ah oui, donc belle expérience. Et le projet de chef de projet logiciel pour le téléphone 3G, c'est un truc absolument énorme, puisqu'on travaillait avec à peu près tous les continents. On avait des prestataires aux États-Unis, des prestataires en Inde, en Suède, en Angleterre. Et pour resituer un petit peu le contexte, on était en quelle année? C'est 2004-2005. Ouais, donc effectivement, avant l'explosion des smartphones, avant tout ça. Exactement, parce que le smartphone n'existait pas à l'époque. Nokia était numéro 1 mondial de très loin et personne ne s'attendait à ce que 3 ans après il s'effondre. Le 3310. Exactement. Ok. Et donc moi je travaillais beaucoup plus modestement pour Sagem, donc c'était la société française qui travaillait sur ça. Et puis le téléphone s'est lancé, tout comme on en a lancé pas mal d'autres à côté. Mais la société a eu pas mal de difficultés, entre autres après le rapprochement avec Snecma qui a donné naissance à Safran, pour ceux qui se souviennent, en 2006. Et en 2006, c'est vrai que je m'étais fait chasser par plusieurs boîtes et que j'en ai profité pour découvrir autre chose. Et c'était un tout à fait autre chose parce que j'ai été chassé pour une boîte qui développait des jeux vidéo, des jeux massivement multijoueurs en ligne. D'accord. Et donc on m'a payé pour jouer pendant 5 ans. C'est pas mal ça. C'était très difficile. Que pour jouer? Non, je crois pas. Donc j'étais directeur technique et directeur général adjoint de cette société qui s'appelle F4, qui existe encore, même si ils font moins de jeux vidéo maintenant, plus de contenu web. D'accord. Et on développait 2 jeux, donc des MMO, un jeu autour du sport qui s'appelait Empire of Sports, tout à fait modestement. Et un jeu de course de vaisseaux un peu spatiaux qu'on avait développé pour 9CGTEL qui s'appelait Exalite. D'accord. Donc une expérience absolument géniale. Le jeu vidéo n'avait évidemment pas grand chose à voir avec les téléphones portables. Ok, puis c'est un secteur de passionnés, enfin je pense que... Voilà, j'ai appris plein de choses, j'ai appris le cloud, les premiers pas là-dedans. D'accord. Donc je travaillais beaucoup le soir à étudier les concurrents, entre autres Blizzard et World of Warcraft, au grand désespoir de mon épouse. Et donc je me suis éclaté comme un fou pendant 3 ans, et puis malheureusement la société a eu des difficultés assez fortes en 2009 à cause de la crise économique de 2008 et une dépendance un peu forte à deux gros clients qui tous les deux avaient beaucoup souffert de la crise. Et il s'avère que les fondateurs de cette société F4 avaient également fondé une start-up dans le domaine de l'énergie, qui existe toujours, qui s'appelle Voltalis. D'accord. Et dont le concept était de piloter à distance le chauffage chez les particuliers pour aider à lisser aux pointes de consommation électrique en France. Donc c'est quoi? C'est via de la domotique, j'imagine? C'est de la domotique. On développait des solutions qui étaient capables de lire si le radiateur était ou non allumé et de pouvoir le couper à distance. Et en fait, donc l'électricité ne se stockant pas, il faut en permanence que le gestionnaire de réseau, qui est RTE en France, équilibre la production via les différentes centrales, que ce soit le nucléaire, l'hydraulique, éolien, solaire, gaz, etc., avec une consommation qui elle va bouger, parce qu'évidemment on va plus consommer quand il fait froid et quand il fait nuit, ou quand les industries tournent à plein qu'au mois d'août à 15h. Et donc ça fluctue en permanence, et en permanence il faut équilibrer. Et pour aider à l'équilibrage, c'est parfois beaucoup plus utile de dire je vais couper le radiateur chez quelques milliers de personnes pendant quelques dizaines de minutes, ce dont ils ne vont absolument pas se rendre compte. Sur des zones, j'imagine, très localisées, peut-être en fonction. C'est pas forcément localisé, c'est régional, voire national. Ok. L'électricité a l'avantage de se déplacer relativement vite. Mais par contre, donc, c'est toujours plus intéressant de couper le chauffage chez les gens, ce qui fait d'ailleurs qu'ils consomment un peu moins, plutôt que de lancer une centrale qui peut être charbon, gaz, polluante. Et c'était le concept de Voltalis qui avait été lancé en 2007. Qui est toujours sur le même type de business aujourd'hui? Et Voltalis qui est toujours sur le même type de business. Ouais, ok. Oui, et qui a la chance, depuis cette année-là, de bénéficier à plein
d'un nouvel actionnaire et puis des plans du gouvernement autour de la transition énergétique. Et donc après une décennie un peu difficile, ils sont en train de repartir de l'avant et j'en suis absolument ravi pour eux puisque très bien. J'ai gardé de très bons contacts avec cette boîte. Ok. Donc ça, t'es resté combien de temps? T'avais quel rôle exactement chez eux? Voltalis, j'étais directeur technique également. Directeur technique, ok, ça marche. Voilà, comme chez F4. Et F4, j'ai eu un petit passage également directeur financier, chercher des sous. Touche à tout, quoi. C'était très intéressant et très formateur en tout cas. Très bien. Et DF d'une boîte qui a perdu ses clients et qui est au bord de dépôt de bilan. Ce qu'heureusement on a réussi à éviter à l'époque. Ok. Voilà, Voltalis, et après... Et donc après, en 2011, j'avais l'opportunité d'être directeur général d'une petite société qui s'appelle Getraline, de 35 personnes, qui a un marché de niche qui est de contrôler à distance le bon fonctionnement des équipes de maintenance des équipements des bâtiments. Typiquement les ascenseurs, les ventilations mécaniques contrôlées, entre autres pour le gaz, les portails d'accès, les escaliers mécaniques, etc. Donc quoi, tu installes des systèmes dans les ascenseurs avec des capteurs? Donc on a des systèmes qui vérifient le bon fonctionnement de l'ascenseur ou de la VMC, etc. Avec des capteurs, des systèmes de télécom. Et puis qui prend tous les paramètres, également un cadenas d'entretien électronique qui fait que les techniciens, quand ils interviennent sur site, quelle que soit la cause, soit pour de la maintenance, de la supervision, des travaux, indiquent son arrivée, son départ et ce qu'il a fait. Donc toi tu fournis ça finalement au... Et tout ça est envoyé vers une plateforme qui est à disposition à la fois du prestataire de maintenance et du gestionnaire de parc, très souvent des bailleurs sociaux, des municipalités. Et comme ça, le gestionnaire de parc pouvait s'assurer que son prestataire de maintenance travaillait bien et que son équipement était en bon état de marche. Voilà. Et donc le concept, c'était que je remplace le fondateur qui devait prendre sa retraite. Il s'avère que le fondateur n'a pas pris sa retraite. Il n'a pas voulu lâcher le bébé, quoi. Exactement, qui était son bébé à lui. Bon, après, c'était le fondateur. Et donc, c'est moi qui suis parti. Et j'ai fait le grand écart de start-up vers un grand groupe de 150 000 personnes, puisque je suis rentré chez Engie à ce moment-là, en 2013. Ok, ça a dû te changer. C'était un très léger changement, et où j'ai occupé donc plusieurs rôles. D'abord, directeur technique informatique d'une filiale d'Engie qui s'appelait Ecometering, et qui développait des solutions, ce qu'on appelle le Smart Energy. Donc, qui sont maintenant passées Engie Digital. Alors, c'était l'ancêtre d'Engie Digital. L'ancêtre d'Engie Digital, d'accord. Voilà. C'est pas juste un rebranding, c'est encore autre chose. Tout à fait. D'accord, ok. Voilà, parce qu'Ecometering a été séparé en plusieurs morceaux lors de l'arrivée d'Isabelle Cocher, qui avait réorganisé le groupe Engie début 2016. Ok. Et c'est là que le nouveau CIO, qui s'appelait Yves Le Gélard, a créé Engie Digital, en prenant beaucoup de mes anciennes équipes, en fait. Ok. Et une partie de nos anciennes technos. Et moi, à ce moment-là, j'étais appelé par l'entité B2C en France pour développer, pareil, des solutions qu'on appelle le Smart Energy toujours. D'accord. Mais là, pas seulement la partie techno, mais également la partie produit et vente. Ok. Et donc, moi qui étais ingénieur informaticien de formation, je me retrouve à faire du marketing, c'est intéressant. Ok. Ça t'a plu ou pas? J'ai adoré. T'es passé du côté obscur de la force, je suis un peu touche à tout et c'est passionnant de voir des choses nouvelles. Et on a souvent tendance à opposer en rigolant les marketeurs et les techs. Et c'est vrai que c'est deux populations qui ne parlent pas toujours le même langage. C'est vrai. Et tu as réussi un petit peu à aligner et voir tout les ça. deux côtés et être capable de créer des ponts, ça peut être intéressant. Tu comprends mieux les enjeux de chacun, quoi. Et dans les faits, c'est comme pour marcher, on a besoin de jambes et une entreprise a besoin de tous ces secteurs pour être performante. Ok. Donc Engie, Ecometering, voilà, et donc Engie où j'ai fait plein de choses marrantes pendant 2 ans. Parmi les succès, il y avait donc le développement d'un produit qui a eu gagné 2 awards de CES à Las Vegas en janvier 2016, donc il y a exactement 3 ans. Pas mal. 5 ans, pardon. Le temps passe vite. Qui s'appelait Omni et qui était un thermostat connecté associé à un système de suivi de consommation du gaz. Ok. Et qui permettait de piloter son chauffage, non seulement par la température et les degrés comme ce qu'on fait aujourd'hui, mais également par le budget. On était capable de dire à tout moment quel sera le budget chauffage. Tu dépasses le budget, ça y est, on te coupe ton chauffage. Et de prévenir, d'optimiser le système pour essayer de ne pas dépasser une valeur budgétaire. Évidemment, s'il fait moins 15 dehors et que le bâtiment est mal isolé, on privilégie toujours le confort Bien sûr. Aux euros. Ok. Et c'est un concept qui depuis a été repris par EDF avec SOWI et par pas mal d'autres. Ok, très bien. Et voilà, et puis une autre offre également qui a bien marché chez Engie qui s'appelle Lake Weekend, où même des gens qui avaient un compteur non communicant Linky chez eux pouvaient bénéficier de tarifs de 30% de réduction tarifaire le week-end, parce qu'on leur donnait un petit appareil qui collait chez eux tout seul, qui suivait la consommation en temps réel et ça permettait de proposer pas mal de services et de mesurer ce qui était consommé le week-end et d'appliquer une remise de 30%. Ouais, donc plein de choses encore. Qui est encore en vente et je vends encore des pubs pour Lake Weekend, donc je suis toujours très fier. Oui, même si maintenant ça fait quelques années. Ça fait 3 ans que j'ai quitté Engie. Ok. Et voilà, j'ai quitté Engie en 2017 parce que je me suis fait chasser par Total. Et puis, comme on a eu l'occasion de discuter un peu, 2017 avait été une année un peu difficile pour Engie dans le B2C. Avec l'autorité de la concurrence qui avait donné infligé une amende assez importante de 100 millions d'euros.
qui avait entraîné la séparation des équipes en plusieurs entités entre offre de marché d'un côté, tarif réglementé de l'autre. Oui. Et lequel tarif réglementé a appris quelques mois plus tard qu'il allait disparaître parce que ne répondant pas aux normes communautaires. Et il s'avère que Total m'a appelé à ce moment-là pour me proposer de prendre la direction de ce département qui est devenu maintenant le Smart Energy Digital Lab, qui est une proposition qui est absolument géniale. Ok, donc finalement... Là, je ne pouvais pas refuser, que je n'ai pas refusé. Que tu n'as pas refusé, tu es aujourd'hui toujours effectivement dans cette même entité. T'as pas, exactement. T'as pas c'est une entité qui était toute petite quand je suis arrivé, ça faisait 6 personnes. D'accord. Et aujourd'hui, développait principalement sur ce qu'on appelle les Energy Management Systems, donc l'optimisation des flux d'énergie sur les sites qui combinent le renouvelable avec autre chose pour gérer l'intermittence du renouvelable, comme des batteries, des générations carbonées, etc. Et depuis, ce département s'est transformé donc beaucoup plus largement en développement de solutions technologiques autour de la data au sens large, de l'IoT en passant par l'intelligence artificielle et la data visualisation pour les différents business activités de la branche GRP Total, laquelle branche a énormément évolué ces 3 dernières années. Ce que tu m'expliquais, c'est qu'il y a une vraie volonté d'aller vers des projets bas carbone, des nouvelles énergies. Alors j'ai pu voir l'évolution même déjà en 3 ans seulement chez Total. Donc tu pourrais penser que c'est un gros mastodonte de 100 000 personnes. Effectivement, ça met des années à changer. Et très clairement, sans surtout pas renier le pétrole, qui est le passé de l'entreprise et aujourd'hui ce qui nous finance, mais une volonté très importante d'accompagner les souhaits de la société et les besoins de la planète pour aller vers le bas carbone, avec entre autres un engagement très fort pris par Patrick Pouyanné, l'entreprise, c'était en mai dernier, si ma mémoire est bonne. C'est quoi les objectifs du coup? D'atteindre la neutralité carbone sur le groupe à horizon 2050. Alors la neutralité carbone, il faut savoir, couvre 3 grands périmètres, ce qu'on appelle les scopes 1, 2 et 3. Il y a nos opérations propres, il y a ce que font les tiers pour nos opérations propres. Typiquement, si je paye des logisticiens pour me transporter quelque chose, ça le les CO2 qu'ils utilisent, je vais le comptabiliser. Ouais. Et puis le plus compliqué, ce qu'on appelle le scope 3, c'est l'usage que font nos clients de nos produits. D'accord. Ce qui, dans le cas de Total, a un impact très fort, puisque typiquement, si je vends du carburant pour une voiture, c'est pas la même chose de dire le carburant que j'amène à la pompe, ce sera neutre en carbone. Mais après, vous faites ce que vous voulez. Mais après, vous faites ce que vous voulez du carburant. Ou je prends également en compte le carbone, le CO2 qui sera brûlé par le moteur thermique de la voiture. D'accord. J'ai remis le carburant. Et pour accompagner donc la volonté de l'Europe d'être neutre en carbone à ces horizons-là, Total a dit, nous, pour les géographies qui prennent cet engagement, on accompagne le système et donc on prend l'engagement d'être neutre, y compris sur le scope 3 en Europe, en 2050. D'accord. Et sur le scope 1 et 2 sur les autres géographies. C'est un engagement très très fort et qui se traduit aussi par... Pas que en France, du coup. Pas que en Europe. En Europe, en Europe en général, d'accord. Et au niveau mondial pour les scopes 1 et 2. Et comment ça se concrétise du coup? Est-ce que ça passe uniquement par ton startup studio finalement? Alors, non, il y a plein d'initiatives de façon générale, j'imagine. C'est beaucoup plus large que ce que je fais moi, bien évidemment. Mais il y a plusieurs leviers par rapport à ça. Le premier levier, évidemment, c'est de décarboner nos propres activités. Et donc, comment j'extrais du pétrole ou je le transporte sans que ça coûte trop d'argent, comment je raffine sans que ça brûle trop de CO2, sans que ça mette de méthane, etc. Donc il y a énormément d'éléments qui sont faits là-dessus. Déjà pour essayer de limiter tout ce qui est déchets, tout ce qui est les fuites, ce qu'on appelle le torchage, donc le fait de brûler du gaz. La petite flamme qu'on voit toujours en haut des... La flamme noire un peu... qui est jaune quand tout va bien quand même. Mais... Ah ouais, non, j'imagine. Et voilà, donc il y a énormément de choses pour limiter donc, les pertes, etc. Il y a le fait de transformer toute l'alimentation d'énergie de nos sites, qui avant était principalement carbonée, c'était du gaz ou du fioul, le transformer par des sources bas carbone, donc du solaire, de l'éolien. Concrètement, comment ça se caractérise, toi, par rapport à ta fonction, dans l'entité dans laquelle tu es? Quel projet tu es forcément lié à la tech? Comment ça se caractérise, par exemple? Tu as des exemples de projets à nous citer? Alors nous, on développe pas mal de projets digitaux. Alors on est déjà la branche qui porte le business bas carbone. D'accord. La branche GRP Total, c'est justement pour essayer de passer de Total d'un groupe pétrolier en ce qu'on appelle nous-mêmes un groupe multi-énergie, puisque les gens ont toujours besoin de pétrole en 2050, c'est juste beaucoup moins qu'aujourd'hui. Et pour accompagner la transition vers une part accrue de l'électrique dans le mix énergétique. Et cet électrique, c'est aussi renouvelable. Donc Total a commencé dans le renouvelable en 2011 en rachetant une société qui s'appelle SunPower, qui fabrique des panneaux solaires et qui les vend à une société américaine. Et puis a surtout accéléré en 2016 avec la création de la branche GRP dans plusieurs domaines. Donc il y a tout ce qui est renouvelable, où on a fait un mix de sociétés qu'on a développées en propre, autour du solaire ou autour de l'éolien offshore flottant maintenant. Et puis de sociétés qu'on a rachetées, comme une société qui s'appelle Total Eren,
qui était fondée par l'ancien fondateur d'EDF Énergie Nouvelle, donc compte du secteur. Une société qui s'appelle Total Cadran, qui aujourd'hui développe nos activités renouvelables en France. D'accord. Et puis on a racheté un fabricant de batteries français qui s'appelle Saft. D'accord. Donc pour aller dans le stockage, puisque le stockage est absolument essentiel pour pallier l'intermittence des renouvelables. Et donc Saft aujourd'hui qui fait partie des leaders mondiaux de systèmes de batterie et qui s'est lancé également l'année dernière dans un projet qui est, on va dire, assez connu dans la presse, le fameux Airbus des batteries européens, pour que l'Europe puisse devenir un peu plus indépendante de la Chine pour les batteries des véhicules électriques. Ok. Cette société s'appelle ACC, donc c'est une joint venture entre Total et Saft d'un côté et puis des constructeurs comme PSA et Opel de l'autre, et qui a été annoncé en grande pompe l'année dernière. Bon, mais c'est passionnant de participer à toute cette transfo. Les renouvelables, qui est un sujet passionnant. Ouais. Il y a donc toute la partie gaz naturel liquéfié, puisque le gaz naturel aujourd'hui est nettement moins émetteur de CO2 que le charbon et le pétrole, et l'avantage d'être pilotable. D'accord. Et donc d'aider à gérer l'intermittence. Donc nous on croit encore beaucoup au gaz. Et donc le GNL d'un côté, et puis le biogaz, donc les gaz issus de la décomposition des déchets ou la fermentation des déchets. Donc mieux contrôler finalement cette ressource-là. Le gaz a l'avantage d'être pilotable et donc d'être un très bon élément pour compléter les renouvelables, parce que le jour où j'ai pas de vent, pas de soleil, il faut quand même bien que les gens puissent avoir de l'électricité. Et dans ce cas-là, il vaut mieux que ce soit du gaz naturel que du pétrole ou du charbon. Et ce gaz naturel en plus, on peut le verdir de plus en plus via le biogaz. Et puis un autre vecteur énergie dont on parle beaucoup en ce moment, qui est l'hydrogène. Ouais. Et donc Total a également lancé une BU hydrogène en septembre dernier et se lance maintenant de façon assez volontaire là-dedans. Une belle annonce d'ailleurs qui a lieu aujourd'hui même. Un partenariat Total Energy, donc mon ancienne boîte et ma nouvelle, je suis très content. Ah bah écoute. Pour avoir la plus grosse unité de production d'hydrogène vert en France. La boucle est bouclée. Dans une bioraffinerie que Total a à côté de Marseille à la Med. D'accord. Donc l'hydrogène, donc l'hydrogène un gros vecteur. Donc les renouvelables, le gaz. Le troisième pilier, c'est donc d'aider, d'accompagner l'électrification des usages via donc la fourniture d'électricité de gaz aux particuliers et aux professionnels. Donc j'espère que tout le monde connaît maintenant Total Direct Energy en France, l'Empiris en Belgique, ODP en Espagne. On a dépassé les 8 millions de clients, particuliers et professionnels. Vous avez une belle base maintenant, effectivement. Voilà, tout à fait significatif. On se rapproche d'Engie en termes de nombre de clients. On a racheté également une société qui fabrique des bornes de recharge de véhicules électriques qui s'appelle maintenant Total EV Charge et qui a gagné de très très beaux contrats également l'année dernière. Donc maintenant on équipe des villes comme Amsterdam, Londres et même Paris. D'accord. Donc ça station de recharge de véhicules électriques. Voilà, les bornes de recharge qu'on va trouver de la ville de Paris seront installées par Total. Et quand on pense que la ville de Paris avait refusé le sponsoring de Total des JO parce que Total est une entreprise carbonée, ça montre que même parmi les élus, petit à petit, le regard sur l'entreprise change, qui est très bien. Très bien, ok. Et puis un dernier volet également qui traite donc de tout ce qui est efficacité énergétique. On a une filiale qui s'appelle Greenflex, travaille dessus. Et un autre volet qui est totalement essentiel, dont on ne peut pas ne pas parler, c'est que quels que soient les efforts que l'on va faire d'efficacité énergétique, d'efficacité de process, on va toujours émettre du carbone. Et donc à un moment ou à un autre, si on veut atteindre cette neutralité carbone et répondre aux objectifs de l'EIA et du GIEC, l'EIA, c'est l'Agence internationale de l'énergie. D'accord, ok. Donc c'est ceux qui font tous les fameux scénarios dont on parle beaucoup à la télé, sur lesquels s'appuie Greta Thunberg et autres. D'accord. Mais bon, qui mène rien, il y a un vrai travail scientifique derrière qu'il faut suivre. Et donc un autre élément clé, c'est que comme le carbone, on ne pourra pas totalement l'éliminer de nos opérations, il faut être capable également de le réduire via des puits de carbone. Et donc ces puits de carbone peuvent être naturels. Donc Total aujourd'hui investit dans des forêts, des marais, des zones agricoles respectueuses de l'environnement qui sont des puits naturels de carbone. Okay. Et puis, de manière pour le coup plus industrielle, on va essayer de capter le carbone lors des process industriels, etc. Par exemple en bout de centrale ou de raffinerie, etc. Et ce carbone, après, on va soit le stocker dans les sous-sols géologiques ou des choses comme ça. Il y a un gros projet qui s'appelle Northern Light qui a été annoncé en Norvège l'année dernière également, auquel Total participe. Ou alors, on va le réinjecter dans des processus industriels, chimiques et autres pour le réutiliser et donc créer une boucle de recyclage du carbone plutôt que de les mettre dans l'atmosphère. Ok. En tout cas, c'est hyper complet, ça a l'air passionnant. Après, je vois le temps qui passe, donc on va essayer peut-être d'avancer un petit peu. Nous, très modestement, au Smart Energy Lab, on développe quelques solutions là-dedans. Une goutte d'eau dans cet océan de... mais c'est super intéressant parce que tu étais vraiment dans le mouvement que prend l'entreprise. En tout cas, tu participes activement. Quelques questions en tout cas à te poser, Stanislas.
tes rituels le matin en arrivant au boulot, je sais pas, est-ce qu'il y a des choses que tu fais instinctivement, t'as des réflexes, c'est quoi? Alors, la première chose que je fais en arrivant au travail, c'est que je prends un café. Ok. Et ça paraît idiot, mais en fait, ma femme et moi, on est traités. Donc, on boit que du thé à la maison, on n'a pas de machine à café. Ça marche. Et donc, le seul endroit où je peux boire du café, c'est le travail. Ouais. Et au début, j'étais pas du tout. Et puis, petit à petit, j'ai pris l'habitude de boire mon café le matin avec les quelques personnes qui sont là quand j'arrive. Ouais, donc tu partages quoi, les infos, les trucs, voilà, les exactement. petites discussions. Ça permet de démarrer la journée de façon tout à fait... Le café, les mails, et puis après, t'enchaînes. Exactement. Ok, ça marche. La pire situation à laquelle tu as été confronté? Au travail? Ouais, par exemple. T'as bien fait de ne pas prendre la question, parce que la conclusion, tu m'obliges à réfléchir. J'ai presque envie de te dire c'est maintenant, puisque j'ai pas encore un exemple qui me tombe totalement en tête. Ouais. Mais bon, c'est pas la pire, c'était pas très très grave. Mais il s'avère que l'année dernière, donc, il s'avère que la branche GRP de Total croît, puisque Total s'engage de plus en plus fortement dans le bas carbone. Et donc j'avais une présentation à faire devant les grands chefs de Total, enfin le comité exécutif. Je vois le truc arriver. Pour présenter un peu ce que nous on propose. Et en plus, je travaille beaucoup sur l'aval de la chaîne de valeur de l'électricité, qui n'est pas vraiment le cœur de compétences et de connaissances de Total, puisque c'est le plus éloigné des métiers historiques. Et puis voilà, donc je me prépare, je m'étais bien habillé, belle chemise, enfin pas comme aujourd'hui. Et puis je sors de notre open space pour aller dans le couloir, pour me déplacer. Et puis au même moment, un de mes collègues qui venait d'aller chercher son café rentre. On ne s'est pas vu, on rentre dedans et pouf, j'ai plein de café sur la chemise. Okay. À 20 minutes donc d'aller présenter devant les grands chefs. Ok. Fallait là, c'était pas simple. Eh ben écoute, j'ai pas trouvé de chemise, figure-toi. J'ai été la laver aux toilettes avec du savon, de l'eau. D'accord. C'est passé. Ça a séché relativement vite. J'ai bien fermé la veste. Et écoute, la présentation de Patrick Pouyanné, le comité exécutif, s'est très bien passé. Ah ouais. Derrière, les projets sont passés. Ok, très bien. Non, effectivement, c'est un peu gênant. Est-ce que la tech te fait peur? Non seulement elle me fait pas peur, mais j'adore. Très bien. Ton plat préféré? Plat préféré, la blanquette de veau. Blanquette de veau. C'est toi qui l'as fait ou? Je l'ai fait. Tu l'as fait. Et ma femme l'a fait également remarquablement bien. Donc ça très bien. Et ben écoute, en tout cas, on arrive à la fin de cette interview. Merci beaucoup Stanislas de t'être prêté à l'exercice. C'était super intéressant. Merci Clément. Et on a appris plein de choses aussi sur Total, sur voilà, toute cette transition qui est orchestrée. Merci beaucoup aussi à vous qui nous regardez d'avoir suivi cette émission. N'hésitez pas à nous suivre sur l'intégralité des réseaux sociaux d'Excelsior. On vous dit à très bientôt les amis. Ciao, ciao.